Rachel a ceci de très étonnant, et ce qu'elle montre au travers de sa démarche, c'est cette espèce de non-peur. C'est-à-dire qu'elle est pétrie de trouille à l'intérieur, mais le mouvement est en permanence généreux, orienté vers l'autre, elle y va. Et du coup, quand elle m'a demandé de venir vous parler, j'avoue que j'ai dit oui, parce qu'on ne peut pas dire non à Rachel. Et puis après, je me suis dit aussi, qu'est-ce qu'on peut penser là-dessus? De quelle manière, effectivement, la question du genre, la question de l'inclusion, la question du rapport à l'autre peut ou pas être un axe qui va nous permettre de nous interroger, nous, et de savoir un peu mieux qui on est. Alors je m'excuse, on est tôt le matin. Moi, j'ai donc préparé un papier. Pour une fois, je vais me raccrocher à un papier. D'habitude, je parle vraiment sans notes. Mais là, je dois avouer que le matin, c'est un peu trop dur pour moi. Je voudrais articuler mon propos en deux parties avec pas mal de questionnements. La première partie, ça sera vraiment autour de qui je suis, qu'est-ce que c'est que le je. Et puis la deuxième partie, c'est effectivement autour de l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans nos sociétés modernes et quels sont les différents sujets qui vont nous arriver sur le coin de la figure dans les années qui viennent et comment est-ce qu'on peut essayer d'y penser. Il y a un truc qui fait bip bip. Non, il n'y a plus de truc qui fait bip bip. Alors ça va être un des éléments de mon propos, c'est que on observe que l'autre, désormais, peut prendre des formes et des apparences qui sont un peu inusuelles. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on retrouve un humain dans une petite boîte carrée comme ça. Et pourtant, c'est un petit peu ce qui se passe. Ça fait très longtemps que je m'interroge sur l'identité. Comment est-ce que je peux dire « je » ? Comment est-ce que j'arrive à me définir ? Alors, comme tout humain, j'ai commencé avec un corps. Donc le « je », c'était relativement simple. C'était le corps présent, celui qui bougeait, celui qui dansait, celui qui parlait, celui qui aimait. Et puis, un jour, j'ai rencontré en fait une chirurgienne plastique, donc une grande spécialiste de la peau. Et ce qu'elle m'a raconté sur la peau a commencé à me faire m'interroger véritablement. Parce que dans la peau, en fait, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que le je en tant que corps était pour moi définissant l'espace dans lequel je suis. Sauf que ce qu'elle m'explique, c'est que en fait, cet espace, il est poreux au travers de la peau. Je ne sais pas si vous avez observé des cellules épithéliales d'extrêmement près, mais c'est rempli de vide, en fait. Il n'y a pas vraiment de frontières à proprement parler. Par ailleurs, il y a un truc qui est assez génial sur la peau, c'est qu'en fait, on a des filaments qui partent de notre peau, qui sont des filaments absolument nanométriques, donc absolument invisibles à l'œil nu, mais qui sont une des manières de rentrer en contact avec l'autre. Ça veut dire qu'en fait, quand on est à proximité de l'autre, à un moment donné, la fameuse distance intime, c'est la distance avec laquelle, en fait, cet échange va pouvoir commencer à fonctionner, ou au contraire, se repousser, parce que nos filaments, ils ne s'aiment pas. Ou alors, ils s'aiment, ça dépend des fois. Et puis, il y a un troisième facteur, c'est la transformation corporelle. Moi, je suis ces sujets depuis à peu près une trentaine d'années. On a commencé à voir émerger beaucoup de choses et on voit qu'effectivement la transformation corporelle peut aller jusqu'à mettre un humain dans un ordinateur et la représentation du corps de l'autre en fait se fait au travers de l'écran. Donc de quelle manière je me définis à partir de mon corps ? Difficile. Donc après, je me suis dit, c'est le cerveau. Évidemment, c'est le cerveau, puisque mon cerveau est capable de tout imaginer, de tout penser, tout ce que je pense est réel. Sauf que dans le cerveau, on s'aperçoit, je partage ma vie avec une grande neurologue qui est une des meilleures cogniticiennes mondiales, et on sait que les souvenirs sont faux, par exemple. Tous vos souvenirs sont faux. C'est quand même bizarre. On sait qu'on a une grille d'analyse du réel qui est très conditionnée par notre culture et notre éducation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voit et il y a réellement des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on peut même mettre le nez dessus, quasiment on ne les verra pas. Et donc comment est-ce que mon cerveau, qui est alimenté par mes sens, peut avoir une vision juste de qui je suis ? Comment est-ce qu'il peut définir qui je suis ? Et puis, on sait aussi que le réel, il est en permanence transformé, il est analysé, il est converti par nos émotions.
On sait tous que traverser une ville quand on est amoureux, quand on est triste, quand on est pressé ou quand on est en train de bosser, c'est pas du tout la même chose. On voit pas du tout les mêmes différences. Par exemple, l'analyse du réel dans lequel on est aujourd'hui, vous voyez cet écran derrière moi, moi je vois les peintures de Rennes derrière, on partage quelque part pas tout à fait le même réel. Donc comment est-ce que mon cerveau peut me permettre de me définir moi ? Donc, après a surgi l'ADN. Je me suis dit, putain, l'ADN, génial. Enfin, ça y est. L'ADN, j'ai un programme. Dans la vision d'une société mécaniste, en plus, avoir un programme, c'est vraiment le top. Sauf que l'ADN, déjà, c'est un peu problématique parce qu'en nous, il y a beaucoup de bruit partout, en fait. Déjà, en nous, il y a plus d'ADN non humain que d'ADN humain. Donc, c'est tous les microbiotes. Donc, en fait, on est à un lieu d'hébergement, déjà. On est à un lieu d'hébergement où les gens sont majoritaires. Quand on parle du grand remplacement, en fait, on est remplacé déjà à l'intérieur de nous-mêmes par des microbiotes. On est également dans notre ADN, aux 3/4, notre ADN est non activé. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, c'est de l'ARN messager, ça veut dire qu'il va s'activer en fonction de ce qu'on va vivre. Ça veut dire que la manière dont mon programme fonctionne à l'intérieur de moi-même dépend également de l'expérience que je vais vivre. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on touche quelqu'un, on va échanger. Et dans cet échange, je vais muter et tu vas muter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais envoyer quelque chose qui fait que ton ADN va se transformer. Et on sait que l'ADN de début de vie n'est pas l'ADN de milieu de vie, n'est pas l'ADN de fin de vie. Donc ça rend très compliqué de savoir qui est je. Parce que y a rien de défini en fait, il y a rien. On peut pas faire un joli petit carré dans lequel on met tout le monde en se disant ça y est, j'ai défini la race humaine, voire même j'ai défini le vivant. On n'y arrive pas. Et donc par rapport à tout ça, alors clairement je est un autre, ça c'est clair, c'est pas moi. Ça peut être moi aussi, mais je ne sais plus. Donc qui est je ? Je en fait ne peut se définir réellement que par une seule et unique formule, je, c'est celui qui est à cet instant précis, à cet endroit précis. Donc c'est un repère spatio-temporel. Je suis le seul à occuper cette place dans l'espace-temps. Et ce je-là ne peut être défini que comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour définir une place dans l'espace-temps, il faut définir un repère. Et pour définir un repère, il faut avoir au moins 2 points pour définir une droite, il faut en avoir au moins 3 pour définir un plan, au moins 4 pour définir un espace, et au moins 5 pour définir un espace-temps. Et le repère, il est quand même super compliqué, parce qu'il va dépendre de notre sensorialité aussi, ça veut dire la manière dont on va calculer la distance à l'intérieur de cet ensemble spatio-temporel. Et donc, par rapport à tout ça, émerge, qui plus est, une lutte entre le vivant et la machine. Parce que ce qu'on voit, c'est que la machine est en train d'occuper progressivement l'espace-temps, de plus en plus. La machine, si on avait fait un parallèle, c'est presque comme une espèce qui n'existait pas il y a 200 ans, qui aujourd'hui est présente absolument partout. Il y a un chiffre qui est assez étonnant, c'est la baisse de la masse totale du vivant sur Terre et la montée de la masse totale de la machine sur Terre également. Il y a une espèce de vase communicant qui est assez étonnant. Donc, dans ce cadre-là, il faut aussi que je me définisse par rapport à cette espèce qui commence à devenir invasive et sur laquelle il va falloir que je commence à trouver ma place aussi, parce qu'elle-même aura des revendications à un moment donné, cette espèce machine. Donc, dans tout ce cadre-là, le seul truc qui peut arriver à me définir en tant que repère spatio-temporel, c'est le lien à l'autre, c'est le rapport à l'autre. Et c'est le seul truc qui effectivement me renvoie quelque chose qui est très troublant, qui est mon propre visage dans le regard de l'autre. Donc vous savez qu'on définit très souvent l'humanité autour du visage. C'est le seul truc en robotique qu'on n'arrive pas à franchir, cette espèce d'étrangeté de la machine qui voudrait nous ressembler. On sent toujours qu'elle n'est pas nous. Et c'est cette distance-là qui va nous permettre de nous définir dans l'espace, dans le temps, et par rapport aux autres espèces qui peuvent émerger ou qui peuvent exister. Et dans ce rapport à l'autre, il est clair que le terme « amour », qui est un mot absolument exceptionnel, parce que c'est la plus grande valise du monde, l'amour. Ça va de « j'aime mon chien, j'aime manger des tortues » à « j'aime Rennes » ou « j'aime être ici, présent ce matin ». Donc l'amour est probablement le mot qui représente le mieux la manière dont je vais me définir par rapport à l'autre, et donc la manière dont je vais trouver ma propre identité. Et l'autre est essentiel là-dedans.
Alors, il est essentiel en plus pour nous humains parce que, pour revenir sur la machine, c'est le probable vainqueur du grand affrontement auquel on assiste en ce moment. Si je prends par exemple le climat, ben, vous regardez que le climat, en fait, l'évolution du climat dépend de la dépense d'énergie que nous avons faite, et cette dépense d'énergie, elle n'est pas pour nous en tant que telle, elle est pour les machines qui nous servent ou qui nous servaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de l'évolution actuelle de la biosphère dans laquelle on évolue est mise en question, pour le moins, par l'évolution du climat, alors que la machine à l'intérieur de n'importe quel climat, elle fonctionne très bien. Elle n'a pas vraiment besoin, elle sait s'adapter avec des températures en hausse, des températures en baisse, le manque d'eau, etc. C'est pas trop son problème. Alors que nous, on est extrêmement sensible au milieu dans lequel on évolue. Ça veut dire qu'en tant que je, toujours dans ma définition d'identité, je suis obligé d'inclure le fait que Gaïa, appelons-la comme ça, l'ensemble du vivant sur Terre fait partie de la communauté à laquelle j'appartiens et qu'on peut définir éventuellement cette communauté, cet ensemble-là, par rapport à ce qui nous est étranger, et ce qui nous est de plus en plus étranger, c'est la machine. Alors, ce qui est intéressant également dans la machine, dans le système machine, c'est-à-dire l'ensemble des logiciels et des machines en tant que telles, hein, ça forme un tout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut exister que par réduction du complexe. La machine ne sait pas traiter le complexe. Nous, en tant qu'êtres vivants, on a une espèce d'adaptation permanente à l'évolution qui est autour de nous, et on capte des choses qui ne sont pas mesurables. L'amour, par exemple, n'est pas mesurable. Enfin, pour le moment, on n'y est toujours pas arrivé. Alors que la machine, elle ne peut fonctionner que sur des choses qui sont mesurables. Grosso modo, elle va découper le réel en petits bouts, donc des pixels dans le cas de l'image, ou des séries de Fourier dans le cas du son. Elle va découper tout le réel en petits bouts, et elle va travailler à partir de ces petits bouts, c'est-à-dire à partir de cette vision simplifiée de ce que c'est le réel. Et le problème dans cette vision simplifiée, c'est que ça génère du négligeable. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de physique quand vous étiez petit, il y a toujours dans ces équations mathématiques qu'on avait pour résoudre de physique, il y avait le négligeable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on enlevait ce que j'appelle epsilon. On enlevait epsilon en permanence. Or, le problème d'epsilon, c'est qu'il s'accumule. Et un certain nombre de mathématiciens, en particulier dans la branche des mathématiques du chaos, ont démontré que plus le epsilon s'accumulait, plus on générait en fait une capacité de transformation extrêmement violente et catastrophique. Parce que epsilon est effectivement négligeable quand il est tout seul, quand il commence à se regrouper, et ma foi, il finit par s'accumuler et il devient non négligeable. Et comme on ne le voit pas, parce que l'ensemble des systèmes qu'on a construits ne permettent pas de l'observer, le truc nous pète à la gueule, pour faire simple. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Alors, le négligeable, c'est rigolo parce qu'il est toujours dans les marges du réel tel qu'on le perçoit. Il n'est pas dans notre big picture, il est vraiment, justement, caché à l'intérieur de la big picture. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, il y a Mandelbrot, que vous connaissez peut-être, il y a Lorentz, qui est vraiment le pape des mathématiques du chaos, et il y a un type qui s'appelle Dirac. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'équation de Dirac. L'équation de Dirac, c'est un truc qui est absolument fabuleux. Il a démontré que deux particules, à partir du moment où elles avaient été en contact, restent en échange d'informations tout au long de leur vie de particules, aussi loin qu'elles soient dans l'univers. Et c'est peut-être l'équation d'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est touché une fois, on ne peut plus être autrement qu'en lien avec l'autre. Et parce que ce lien devient intrinsèque à notre propre identité. Et c'est en ce sens-là que l'humain a encore une chance, parce que la machine, effectivement, peut couper son lien avec une autre machine, elle peut être détruite, alors que l'humain ne peut pas couper son lien à l'autre. De toute manière, ce truc va s'emmagasiner, va s'engranger. Ça se retrouve, par exemple, on parlait d'ADN tout à l'heure, on travaille beaucoup sur tout ce qui s'appelle psychogénéalogie de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu de ces concepts ou de effectivement tout ce qui est épigénétique. Ce qu'on observe, c'est que la manière dont nos comportements vont être influés en fait par des événements qui datent d'il y a plusieurs générations, des événements sur lesquels on n'a absolument plus aucune prise, dont on n'a parfois même aucun souvenir. Ces fameux 3/4 d'ADN en nous qui sont non activés peuvent remonter au temps où on était des petits lémuriens. C'est-à-dire que subitement, on peut être pris par un comportement, une attraction, une répulsion qui n'est pas du tout dépendante de notre propre histoire, qui est dans notre identité, mais qui n'est pas dépendante de notre propre histoire, et qui remonte effectivement il y a des générations et des générations. Et ça, c'est assez rigolo à regarder, parce qu'il y a
alors il y a des choses qui sont assez démonstratives. Il y avait des pêcheurs de perles qui, avec le réchauffement, par exemple, étaient obligés de descendre à 8-10 mètres et donc d'avoir à peu près 2 à 3 minutes d'apnée. Et puis avec le réchauffement, les huîtres ont descendu. Et donc maintenant, ils sont plutôt à 7 à 8 minutes d'apnée en une génération. Et donc, ils ont activé en fait à l'intérieur d'eux-mêmes une réponse génétique à la transformation d'un environnement qui leur a permis de nouveau, effectivement, de pouvoir évoluer dans cet environnement. Donc, on a en nous des choses qui sont totalement inconnues et qui vont s'activer au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure des rencontres qu'on a, au fur et à mesure des contacts qu'on va avoir avec les uns avec les autres. Ce que j'aime beaucoup dans les mathématiques du chaos et dans la psychogénéalogie, c'est que c'est très poétique en fait. C'est-à-dire que quelque part, à un moment donné, j'ai cru que le monde était prédictible. J'ai vraiment cru qu'on pouvait comprendre tout ça et quelque part construire notre propre futur en agissant sur quelques items. Donc, ce vieux souhait, en fait, un peu adolescent, qui est faut que je change le monde, quoi. C'est comme ça, c'est dans mes trucs, il faut que j'y aille et tout. Puis on fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au début on se dit je me révolte, après on dit je m'intègre, après on dit je m'insère, après on dit je monte les étages parce que quand je serai en haut j'aurai le pouvoir. Puis quand on arrive en haut on s'aperçoit qu'on n'a pas plus de pouvoir qu'en bas, on a plus de contraintes surtout, donc on sort. Et là subitement on se dit mais comment faire? Qu'est-ce qui me reste comme arme? Et là, on découvre le mot, le verbe. Là, on s'aperçoit que le verbe a beaucoup plus de puissance que les petites barrettes qu'on pouvait avoir. Et puis, on arrive au concept, et c'est effectivement dans la diffusion du concept qu'on peut progressivement retrouver un peu de marge de manœuvre, sauf qu'on n'est toujours pas plus efficient, en fait, dans un monde où il faut être efficace. Et donc, si on remonte encore plus loin, on arrive, en fait, sur une certaine poésie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'abandon va constituer le pouvoir. Et comment est-ce qu'on peut, effectivement, s'abandonner à un monde qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas analyser, qu'on ne peut pas mesurer? C'est un truc qui est super complexe. Du coup, dans tout ça, ce qu'on voit, c'est... si je veux savoir qui je suis, il faut que je définisse mes coordonnées spatio-temporelles dans l'histoire de ma propre humanité, dans mon propre histoire d'ADN, etc., etc. Donc, le rapport à l'autre est effectivement la seule manière d'y aller. Mais alors, le problème par rapport à tout ça, c'est qu'en même temps, l'autre, il bouscule, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette image de l'humain bulle de savon, où on est tous des bulles, on se voit, on se touche. Enfin, les bulles se touchent, mais on n'arrive jamais à franchir quelque part la frontière entre les gens. Et l'autre, il bouge tout le temps. Et pour pouvoir franchir cette frontière, c'est un acte douloureux. C'est-à-dire qu'il faut percer la bulle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez gamin, de percer des bulles, ça fait plop, quoi. Et puis subitement, il n'y a plus de bulles. Donc on est quand même un peu inquiet. Comment est-ce que je vais percer ma propre bulle pour aller vers l'autre? Si je fusionne, après je vais être une plus grosse bulle, ou alors j'ai des bulles collées. Et c'est assez intéressant de se dire que dans tout ça, quelque part, il y a de la dépense d'énergie, mais il peut y avoir de la douleur aussi. Parce que c'est pas évident de se dire, surtout quand on a déjà cassé une bulle, c'est pas évident de se dire je vais me rapprocher d'une autre bulle et puis réessayer et puis peut-être m'en reprendre plein la gueule et puis ça fait mal parce qu'on apprend et encore une fois ça s'inscrit dans l'ADN et ça. Et donc dans tout ça, on a inventé un terme qui est celui de l'inclusion. Parce que comme j'arrive pas à rentrer dans l'autre, au terme réel du mot, quelque part, peut-être qu'il faut que j'appartienne à quelque chose de plus grand. Et que peut-être, c'est pas de rentrer dans l'autre qui fait que je vais pouvoir être en contact avec l'autre, c'est peut-être le fait d'appartenir à quelque chose de plus important que moi, quelque chose qui me dépasse, qui fait que je vais pouvoir effectivement là sentir cette résonance. Alors, l'inclusion, c'est quoi ? Moi, j'ai un truc que j'adore, la philo, ce qui est génial. Je ne suis pas philosophe de formation du tout, mais ce que j'adore dans la philo, c'est que c'est un truc pour ados attardés. On commence toujours par questionner la question. Donc on ne donne jamais de réponse, en fait. N'attendez jamais de réponse de la part d'un philosophe, ça n'existe pas. Il va vous décomposer toute la question, d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, et il va la mettre en perspective et tout. L'inclusion, et donc moi j'ai pris l'habitude de regarder Wikipédia, qui est quand même pour le coup, une des très jolies réussites de l'âme humaine, le fait de faire du collaboratif sur l'intelligence. Alors, mathématiques, j'aime bien cette définition, l'inclusion est une relation d'ordre entre ensembles. On dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B si tous les éléments de A sont aussi les éléments de B.
on dit que A est un sous-ensemble ou une partie de B, ou encore surensemble de A, si effectivement il y en a plus ou il y en a moins. Alors, ce n'est pas une relation symétrique, parce qu'encore une fois, il peut y avoir des éléments qui sont dedans et d'autres qui restent dehors et qui n'appartiennent pas forcément au premier. Il s'agit d'un état initial, toujours. Et donc, on peut inclure progressivement. Et on inclut comment? Par l'insertion. Et donc, l'insertion, c'est une action qui permet de passer d'un ensemble non inclus à un ensemble inclus. Il s'agit donc d'une action à visée inclusive. Et quand on regarde comment ça se passe dans les sociétés humaines, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a beaucoup, effectivement, d'actes inclusifs. Je prends un exemple tout simple, le permis de conduire. Le permis de conduire, alors c'est beaucoup moins vrai, je parle de là d'où je viens, hein, j'ai 59 ans, donc le permis de conduire, quand j'ai passé le permis de conduire, c'était un élément essentiel de l'appartenance au monde adulte. C'est-à-dire que véritablement, c'était un rite de passage. Toutes les sociétés ont des rites de passage, absolument total. Et c'est le rite de passage qui permet effectivement l'inclusion, parce que c'est celui qui effectivement marque le fait de l'appartenance. Alors, comme facteur d'inclusion, pendant longtemps, il y avait le fait d'avoir un diplôme. C'est la notion des anciens. Il y avait le fait d'appartenir à une communauté souvent rurale. Moi, j'habite à moitié en Ardèche. Je peux vous dire que ça reste encore très vrai. On est ou on n'est pas d'un village. Alors, Brassens disait tous ces gens qui sont nés quelque part, sous la version un peu agressive, mais il y a aussi toute la version très inclusive du fait que quand on est d'un village, on est tous très solidaires les uns des autres et on va être en plus très complémentaires les uns des autres. C'est-à-dire que vivre dans un village impose en permanence savoir qui est l'autre parce qu'on n'a pas forcément recours à des atouts, des forces ou des puissances extérieures pour venir aider ce qui va se passer dans cette communauté-là. Aujourd'hui, c'est quand même moins vrai. Typiquement, être salarié était un élément extrêmement inclusif et extrêmement protecteur jusque dans les années 80-90. Ça veut dire qu'on était salarié pour l'ensemble de sa carrière. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on m'a parlé du moment où je partirais en retraite. J'étais chez BNP en l'occurrence. On m'a parlé, mon premier entretien d'embauche, j'avais à l'époque 25 ans, on m'a expliqué ce qui allait se passer pour moi quand je partirais en retraite. J'hallucinais littéralement. Et en fait, j'ai compris que c'était comme quand ma grand-mère me racontait, grosso modo, comment ça allait se passer le jour où j'aurais des petits-enfants. Parce que c'était rentré dans un groupe qui avait ses propres règles, et ces règles duraient dans le temps. Alors, tout ça est plus vrai. Parce qu'être salarié, ça ne protège de rien, ça n'inclut pas non plus dans un groupe, les groupes sont devenus très mobiles, les tribus ont émergé, les tribus sont des éléments qui sont compliqués parce que les règles des tribus ne sont pas forcément établies à l'avance, elles peuvent aussi se créer au fur et à mesure, il peut y avoir de la violence aussi à l'intérieur. Moi, je voudrais juste rappeler que 20% des SDF parisiens aujourd'hui sont des diplômés de l'enseignement supérieur. Ça donne la mesure de cette transformation, ça donne la mesure de où est-ce qu'on en est et donc de ce qu'il y a devant nous à réinventer. Ça veut dire que l'ensemble des voies de l'inclusion sont à réinventer parce que sinon le risque c'est quoi? C'est la dégradation sociale. Et dans la dégradation sociale, à un moment donné, on arrive à des zones qui commencent à devenir extrêmement compliquées. Alors, on ne se souvient pas de Rome, hein, parce que quand Rome est tombée, on n'était pas né et on était très loin. Mais on peut s'attendre effectivement à ce qu'à un moment, dans la dégradation sociale, la société en tant que telle ne soit plus du tout celle qu'on connaisse. Ça renforce d'autant plus la nécessité d'inclusion à des groupes qui soient supportifs des uns des autres et qui soient aussi très en connaissance des capacités, des atouts et des limites des uns des autres. La solidarité est probablement notre seule arme réelle pour pouvoir tenir face accompagner les changements qui sont devant nous, et en particulier dans cette complexité de la machine. Parce qu'il y a une vision du monde dans le futur qui a été brillamment décrit par un auteur de science-fiction qui s'appelle Xavier Lehmann, qui écrit très mal, mais qui raconte des choses très intelligentes. Grosso modo, il raconte un monde en deux parties. Il y a le Welt, qui correspond grosso modo à la manière dont on vit aujourd'hui,
Et puis, il y a ce qu'il appelle la ceinture de Darwin, et les citoyens de la ceinture de Darwin sont tous pucés, c'est-à-dire qu'ils sont tous totalement identifiés, mais ils sont très bien traités. Ils sont soignés, ils ont de quoi manger, ils n'ont pas de pollution, etc. Ça vous rappelle quelque chose ? On est en train d'aller vers là, et ce que raconte Xavier Lehmann, de ce livre s'appelle Faust, c'est en 3 volumes, je vous engage vivement à le regarder, c'est extrêmement prédictif. Si on n'y réfléchit pas et si on prend ces voies-là pour y aller. Il y a une deuxième voie vers laquelle on va aller qui va sûrement nous permettre aussi de réutiliser toute la puissance des communautés locales géographiques, c'est le retour à une structuration de type moyenâgeuse. C'est-à-dire en fait des cités-États, des baronnies, des ensembles qui soient beaucoup plus petits, qui vivent dans un système global à peu près unifié, mais qui soient beaucoup plus petits, qui peut aussi se structurer par métier. On commence à voir réémerger ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un métier, il y a des processus d'apprentissage, il y a des processus de reconnaissance, il y a des processus de solidarité. Les compagnons, aujourd'hui, connaissent une revivification assez étonnante, parce que dans cette espèce de déconstruction de notre réel, on a réellement une problématique qui est celle de « en quoi suis-je semblable à l'autre ?» Et au travers du métier, au travers de la contribution, j'y reviendrai, c'est une des manières de retrouver sa propre place. Alors la première conclusion, c'est clairement que le salariat n'est plus un garant d'inclusion sociale, donc on ne peut pas se reposer là-dessus. La famille, ça n'a pas l'air d'être génial non plus de ce côté-là aujourd'hui, hein. Je ne sais pas comment sont vos familles, mais on sent quand même que c'est quand même un boulot de tous les instants, hein, d'arriver à tenir une famille à peu près autour d'une histoire. On sait aussi qu'on a une montée absolument colossale de ce qu'on appelle les invisibles. Alors en termes d'inclusion, pour le coup, moi c'est mon sujet véritablement dans lequel je suis extrêmement engagé. Les invisibles, il y en avait à peu près 50 000 en France dans les années 70, il y en a un peu plus d'1 million aujourd'hui. C'est des gens qui par nature sont invisibles, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'identité administrative. Donc ils n'ont parfois pas de carte d'identité, ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de carte d'électeur, ils n'ont pas de carte de sécu. Vous en avez qui habitent dans les bois, vous en avez qui habitent dans les friches, vous en avez qui habitent en ville, vous ne le voyez pas. Et encore une fois, les invisibles, c'est réellement des personnes qu'on ne voit pas et qui sont extrêmement difficiles à voir. Quand je vous parlais tout à l'heure du réel à trous que la machine nous impose, les invisibles sont très clairement un élément extrêmement démonstratif de ces trous dans le réel. Puisqu'on prend des décisions à partir de statistiques, ces statistiques reposent sur de la captation de données. La captation de données, si vous ne la captez pas parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait quelque chose à capter, et bien vos statistiques, elles vous diront des choses qui seront peut-être complètement fausses et inverses par rapport à ce qu'il faudrait faire. Les invisibles, c'est 1 million de personnes. C'est des gens qui ne se logent pas, qui logent très très mal, qui logent dans ce qu'on appelle les passoires thermiques de l'habitat indigne. Donc moi, je travaille dans la transition, mais dans la transition écologique. C'est-à-dire qu'en fait, mon job, c'est de m'occuper de trouver les financements pour rénover l'ensemble de l'habitat français pour que subitement, ces personnes-là puissent de nouveau se retrouver dans un toit chauffé, dans lequel les gamins puissent grandir et dans lequel ils puissent effectivement avoir le premier élément de sa propre identité, qui est un lieu où vivre. L'habitat, c'est probablement, c'est à mon sens, le premier sujet sur lequel il faut bosser, parce que quand vous êtes au froid, vous n'arrivez plus à penser. Je ne sais pas si vous avez froid dans votre vie déjà. Quand vous avez froid, réellement, vous ne pensez pas. Ça ralentit. Ou quand vous avez trop chaud, c'est pareil. Vous n'accueillez plus personne chez vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier élément de l'identité de soi, c'est le rapport à l'autre, c'est la capacité à échanger. Si vous ne pouvez plus accueillir des gens chez vous, ma foi, vous vous coupez du monde et progressivement, ça c'est largement démontré maintenant par les neurologues, votre cerveau se réduit, c'est-à-dire qu'il fonctionne de moins en moins bien. C'est l'interaction à l'autre qui fait que votre cerveau va continuer de bien fonctionner et de grandir. Si vous n'avez pas d'interaction à l'autre, votre cerveau meurt en fait. Ça a été démontré en particulier sur les enfants. Si vous mettez des enfants sans interaction à l'autre, littéralement, ils meurent. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on a besoin de l'habitat pour ça. Le deuxième truc, c'est que dans l'évolution des métiers,
Le Covid a été assez extraordinaire là-dessus, sur ce qu'on a appelé les métiers essentiels. Vous vous souvenez de ce terme essentiel que je trouve très, très mal adapté, en fait, pour décrire ce qu'il faisait. Mais dans la numérisation et la robotisation du monde, il se trouve que la quasi-totalité des métiers qu'on faisait il y a 20 ans sont en train de disparaître. Je vous prends un exemple, comptable. Il n'y a plus de comptable. Des secrétaires. Moi, je viens d'un monde dans lequel on avait chacun une secrétaire. C'est-à-dire que c'était des couples permanents. Il y avait un pro et une secrétaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de secrétaire nulle part. Les avocats sont en train de disparaître également parce que la quasi-totalité du droit est reprise par des systèmes experts, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va rester à l'homme en termes de contribution au monde, en termes d'apport, quelle est la marque que je vais laisser, de quelle manière, dans ce monde, je vais pouvoir contribuer. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il reste 3 très grandes zones dans lesquelles la machine a du mal à rentrer. C'est le travail de la main, donc tout ce qui est artisanat, tout ce qui est femme de ménage, par exemple. Les robots ont beaucoup de mal à bien faire le ménage, en particulier à ranger le linge. Ils ne savent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est trop complexe pour eux. Donc le travail de la main, c'est beaucoup aussi au travers du travail nourricier, le travail de la terre. Donc on sait que là-dessus, il y aura des millions d'emplois qui vont se créer, mais qu'on ne sait pas encore très bien comment les gens vont se former à ça ou pas se former à ça, etc. La deuxième grande zone dans laquelle l'humain va continuer à rester, c'est la créativité. Alors il y aura un temps d'organisation dans lequel l'humain va continuer à organiser, puis après les machines prendront le relais. Par contre, sur la créativité aujourd'hui, la machine, elle sait explorer tous les univers possibles parce qu'elle n'a pas de limitation en fait sur la répétition à l'infini de tests et tout. L'humain, il a ce site particulier, c'est qu'il peut toucher à quelque chose qui n'était pas visible avant. Toujours ce réel trou, l'humain, lui, il va aller chercher dans les petits trucs sur lesquels il n'y a personne d'autre que lui, quoi, en fait, pour aller montrer ça. Et puis la troisième très grande zone d'activité, c'est tout ce qu'on appelle le soin à l'autre, le care, où là, très clairement, non seulement il y a du job, on voit avec le vieillissement de la population, de manière très, très, très formelle, mais il y a également du sens. C'est-à-dire que aider l'autre est un des trucs aider l'autre qui en a besoin et qui le demande et dans des conditions régulées, etc., est probablement un des trucs les plus satisfaisants qu'on puisse avoir quand on est un humain. Parce qu'en fait, au bout du compte, pourquoi on existe ? Le fameux sens de la vie, quoi. C'est toujours cette question qui revient. Et ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est, on ne sait toujours pas pourquoi on existe, mais on sait que, par contre, quand on ne contribue pas, on n'existe plus. Ça veut dire que si on n'a plus de contribution, c'est mes invisibles de tout à l'heure, c'est les terroristes sur les actes solitaires du type de l'attentat de Nice. À partir du moment où il n'y a plus de contribution au monde, à un moment donné, on est emparé par une espèce de rage, par une espèce de violence absolue, puisqu'il y a une négation totale de soi, et on va faire ce qu'on appelle amok. Amok, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un roman de Stefan Zweig dans le temps, mais c'est aussi, amok, c'est un comportement qui a été décrit dans les îles de la Sonde à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. En fait, c'est un type qui est repoussé par l'ensemble de ses communautés, qui n'a plus de contribution, qui n'est plus reconnu par sa contribution. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre un grand couteau, une machette, etc. Et il va commencer à tuer le maximum de gens. Et il va retrouver son honneur en tuant les gens. Donc c'est la seule manière pour lui de réexister en tant qu'être humain. On voit que, je repense aux actes terroristes, en particulier la promenade de Nice, là, le type tout seul dans son camion qui a écrasé, je ne sais plus combien, 90 personnes, je crois. Son parcours, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu son histoire personnelle et tout, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, l'interaction à l'autre, la contribution, la manière d'exister se réduit. Un jour, il loue un camion et il fonce dans la foule. Et la problématique de nos sociétés, c'est qu'on explique à beaucoup de gens qui n'ont plus d'intérêt, qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus de valeur ajoutée, qui n'ont plus de contribution, et donc, du coup, ils n'ont plus d'existence. Et donc, le seul truc qui leur reste, c'est quoi ? C'est effectivement de réexister au travers de ces actes de destruction absolue. Parce qu'encore une fois, amok, c'est une destruction absolue. Mais c'est un phénomène qui peut être effectivement combattu par l'inclusion et par la manière dont on va pouvoir retrouver des rites de passage et d'appartenance
moi j'ai vécu dans une génération qui a été très hédoniste, hein. On s'est libéré de toutes les chaînes, on a envoyé casser, on a tout cassé, c'est quoi, je veux pas avoir de contraintes, etc. Et tout. On voit aussi que pour la structuration de l'esprit, pour la capacité à interagir avec le monde, à un moment donné, avoir un ensemble de règles sur lesquelles on appartient à une communauté, est quelque chose qui structure et qui fait plutôt du bien. C'est pas complètement rigolo. Appartenir, fondamentalement, c'est contribuer. Et donc, dans quelle zone de contribution est-ce qu'on va construire, reconnaître ceux et celles qui sont en marge? Ah oui, je voulais juste terminer, donc c'est plein de questions, hein. Je vais arrêter là parce qu'il est quand même tôt, mais je voudrais juste terminer par quelqu'un qui m'est extrêmement cher, juste après Hannah Arendt, c'est Mauss. Je ne sais pas si vous connaissez Mauss. C'est un sociologue qui est connu surtout pour quelques grandes théories, dont celle du don et du contre-don. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le don et le contre-don. En fait, il avait été voir des communautés amérindiennes. Il avait regardé comment s'était structuré le pouvoir à l'intérieur. En fait, c'était une société colossale, hein. On parle de 80 millions de personnes qui habitaient sur le continent américain à l'époque. Et il se trouve qu'il y avait donc des tribus, et puis des chefs de tribus, et puis en fait, il y avait le capo di capi, donc il y avait le chef de tous les chefs de toutes les tribus. Et donc, pour pouvoir nommer le chef, il se réunissait tous les 2 ans à peu près. Et donc, il y avait un processus d'élection. Et en fait, ce processus d'élection, ça s'appelle le potlatch. Et le potlatch, ça consiste à donner. Donc, on arrivait, on mettait devant son tipi le maximum de cadeaux aux autres. Et c'est celui qui avait fait le plus gros cadeau, le truc le plus étonnant, qui remportait la palme et qui allait, qui devenait le capo di capi. Si on réfléchit bien, nos sociétés sont un peu pareilles. Qu'est-ce qu'ils font, messieurs Arnaud et monsieur Pinault, pour montrer qu'ils existent vraiment? Ils font des gigantesques musées avec des grandes fêtes et puis avec des tableaux partout qui font venir de Russie, etc. Comment est-ce qu'on existe socialement à Paris? En faisant des fêtes, en donnant. Comment est-ce que Rachel émerge parmi toutes les galeries parisiennes? C'est en accueillant, en invitant, en montrant et en montrant des choses que les autres ne savent pas. Donc au travers du don, on prend le pouvoir. Le problème, c'est que si quelqu'un a pris le pouvoir sur moi, je vais commencer à me sentir diminué. Toujours cette histoire des bulles de savon dans un sens dans l'autre. Et donc, comment est-ce que je fais pour rééquilibrer? Il faut que je fasse un contre-don. Donc, il va falloir que... Enfin, moi, ma mère, qui était une bonne bourgeoisie jeunesse, disait « faut rendre, hein. T'es invité, il faut rendre ». Et donc, dans ce cadre-là, alors Mauss, il veut saisir les réalités dans leur totalité, hein. Il avait créé le concept de fête sociale totale, c'est-à-dire qu'il est totalement pluridimensionnel, culturel, symbolique, religieux, juridique, etc., en disant on ne peut jamais réduire à un seul aspect. Il disait il faut toujours tout regarder si on veut essayer de comprendre quelque chose. Et pareil pour l'humain. Donc Mauss, il est rentré dans l'humain au travers du physiologique, du psychologique, du sociologique, et ses travaux ensuite ont beaucoup nourri Pierre Bourdieu, en particulier sur la notion d'habitus. Alors habitus, on retrouve habitat, habiter, habitant, habitus. On voit que tout est encore une fois autour du logement, de la manière du lieu dans lequel on va vivre. Ouais. Et donc, l'obligation de donner, l'obligation de recevoir, l'obligation de rendre, parce qu'on ne peut pas dire non plus à un don qu'on reçoit. C'est super compliqué. Et donc, dans tout ça, l'analyse de Mauss, par rapport aux sociétés dans lesquelles on vit, elle nous dit quoi? Elle nous dit que nos sociétés, grosso modo, ont été construites autour de la protection du faible, ou désigné comme tel, c'est-à-dire je suis malade, je te prends en charge, tu as faim, je te nourris, tu es attaqué, je te défends, etc. Mais toujours avec une espèce de posture dominante en fait sociale et dominante de la part d'un certain nombre d'acteurs dans ces choses-là. C'est assez étonnant d'ailleurs dans le secteur de l'économie sociale et solidaire de voir à quel point des gens qui ne gagnent que très peu d'argent, mais qui ont développé des très jolies structures, à un moment donné, ont cette espèce de retour à une domination sociale, réellement. C'est-à-dire que moi, je le fais et toi, tu ne le fais pas. Donc, voilà, j'y suis, quoi. Donc, c'est difficile d'avoir cette humilité-là, hein, quoi qu'il en soit, parce que le don
par définition, va créer en soi ce décalage de position. Et donc, le grand sujet des années qui viennent, c'est le contre-don. C'est-à-dire de quelle manière chacun d'entre nous, qu'il soit invisible ou qu'il soit au sommet de la pyramide, de Maslow ou autre pyramide, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir contribuer, de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir donner. Les réflexions qu'on a actuellement dans le domaine de l'habitat en particulier, c'est de dire l'État a dégagé des moyens considérables pour rénover les maisons, mais si je donne une maison toute rénovée à quelqu'un sans qu'il ait contribué, eh ben, on sait tous ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça va s'abîmer, et en général, ça va s'abîmer assez rapidement. Si, au contraire, j'interviens dans une maison et que la personne va travailler elle-même sur son propre environnement, qu'elle va être aussi accompagnée pour ne pas faire n'importe quoi et pour apprendre les choses, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, en particulier sur la manière dont on va habiter, en particulier sur la manière dont on va chauffer, il y a une espèce de conscientisation qui est absolument colossale, qui fait à peu près 2 degrés d'écart entre la manière dont on va régler son chauffage ou pas régler son chauffage. On voit de quelle manière, donc, le fait de créer des espaces de contribution, des espaces de rencontre effectivement entre celui qui donne et celui qui reçoit, pour pouvoir permettre justement de rendre, permet à la personne qui reçoit, celle qui est destinataire du don, d'exister de manière beaucoup plus puissante et donc d'être beaucoup plus sur ses 2 pattes et d'avancer. Et c'est en cela que je voulais terminer par ça, parce que je voudrais saluer l'action de Rachel, qui permet non seulement de recevoir au travers du don, mais en plus de me laisser la parole pendant 20 minutes un matin à Paris, ce qui est probablement le plus beau cadeau qu'elle pouvait même faire. Voilà. Je vous remercie. Non, mais il est tôt. Hein. C'est très intéressant, il y a eu beaucoup d'informations vraiment toutes intéressantes. Alors, je pense que moi, personnellement, il faut un petit temps pour digérer tout ça et me laisser infuser, entre guillemets, de toutes ces choses vraiment. Je trouve que le concept, je ne sais pas, d'epsilon est très intéressant. Vous parliez des invisibles, on a forcément envie de mettre les invisibles epsilon en parallèle. Et comment est-ce que, personnellement, pourquoi il y en a certains qui disent « moi je suis epsilon », même s'ils ne le sont pas vraiment aussi. Et pourquoi le fait de vouloir suivre ou de vouloir être différent. Et enfin, c'est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, ça m'a amené cette réflexion-là. Forcément, quand on vous écoute, on est dans la généralisation et on est aussi dans l'individualisme. Donc, voilà. En tout cas, merci pour tous ces questionnements. Ah, peut-être pour terminer, moi j'adore Epsilon. Mais le problème d'Epsilon, c'est que on n'apprend pas à le voir. C'est qu'il faut se laisser surprendre. Il faut se laisser emporter. Alors peut-être ça sera hors retransmission, mais il y a une période de ma vie où je ne gagnais plus ma vie, et pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, mais j'ai passé beaucoup de temps dans les rues de Paris. J'avais un habitat quand même. J'ai passé beaucoup de temps dans les rues de Paris et je me suis laissé emporter par les graphistes et les graffeurs et l'ensemble du street art, etc. Et j'ai vu une ville que je n'avais jamais vue. C'est-à-dire que subitement, je me suis retrouvé dans une espèce d'immense musée ouvert, une espèce d'immense terrain de jeu dans lequel les spots les plus intéressants, les plus excitants étaient toujours dans des lieux dans lesquels je n'allais pas forcément, derrière des voies ferrées, des friches, mais aussi dans des lieux qui sont éventuellement très très reconnus. Je voudrais juste à cet égard donner un petit exemple, moi, qui me fascine, et vous ne prendrez plus l'autoroute de la même manière. L'autoroute c'est un conte à ciel ouvert. C'est-à-dire que vous avez dans l'autoroute, vous voyez ce que c'est qu'une autoroute ?
Vous voyez qu'il y a des glissières de sécurité, vous voyez qu'il y a de la peinture sur le sol, vous voyez qu'il y a des grands panneaux de signalisation, etc. Si je prends par exemple simplement les glissières de sécurité, qui sont souvent en métal, ce dont les motards ont horreur parce que ça leur coupe la tête quand ils tombent dessus, en fait la glissière de sécurité, c'est toute l'histoire de l'industrie sidérurgique française qui à un moment donné produisait de l'acier de très mauvaise qualité, et le baron Ampin et les autres qui étaient maîtres des forges, donc je ne vais pas remonter jusqu'à comment est-ce qu'on est devenu maître des forges, mais avaient imposé au gouvernement français de mettre en fait des glissières en métal plutôt qu'en béton, alors que tout le monde savait que le béton était beaucoup mieux pour tout le monde et tuait beaucoup moins de monde. Pourquoi ? Parce qu'il fallait écouler l'acier français. Et donc quand on remontait derrière, on trouvait... Oui, on dit c'est con, sauf qu'en même temps, du côté d'Hayange, etc., il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les hauts fourneaux qu'on avait attiré des campagnes pour les mettre derrière des hauts fourneaux et façonner de l'acier. Donc on avait fait une promesse qui était une promesse sociale, qui était constitutive de la société dans laquelle on vivait, et sur lesquelles on ne voulait pas non plus subitement dire à 10 000, 15 000, 20 000 personnes, tu n'existes plus, alors même qu'on t'a dit avant que tu existais. Et donc, de quelle manière est-ce que cette autoroute, qui est aujourd'hui une espèce de modèle français, hein, parce qu'on a les plus belles autoroutes du monde, je vous promets, comment est-ce que cette autoroute retranscrit, en fait, quand on est dessus, l'ensemble de cette histoire industrielle, sociale et économique ? Par exemple, sur les autoroutes, vous avez tous les grandes autoroutes de fibres. C'est-à-dire que quand vous descendez en voiture, en même temps, l'information circule en même temps que vous. Et c'est les seuls lieux sur lesquels, ça a été revendu par les autoroutes après, c'est les seuls lieux dans lesquels vous pouvez trouver avec les lignes de TGV aussi. Et donc ça a été une des manières de construire un modèle économique, c'était sur le transport d'information pour payer le transport des personnes, etc. Et donc on retrouve derrière tout ça la manière dont la société s'est construite, les valeurs qu'elle avait, les identités des gens qui ont porté la chose, etc.